Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui est Franck Renaud. Bonjour. Le tout nouveau directeur de la revue Place Publique. Vous avez pris fonction très récemment, en début septembre. Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie de Philippe Audic, qui est le président du Conseil de développement. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe Audic, habituellement vous êtes mon compagnon de jeu pour interroger les gens. Cette fois-ci, vous êtes à la fois mon compagnon de jeu et en même temps vous êtes un peu partie prenante puisque vous êtes le président de l'association qui édite la revue Place Publique. Alors, quelques mots sur vous pour commencer, Franck Renaud. Vous avez 50 ans, c'est le bel âge, c'est ce qu'on dit. Tout à fait, j'y entre depuis 6 mois. L'idée, c'est surtout de ne pas en sortir trop tôt, mais vous êtes né à Nantes et vous y avez passé votre jeunesse, vous avez fréquenté les banlieues. Voilà, je suis né à Nantes et j'ai grandi, pour être précis, sur les bords de Loire à Autindre. Dans la métropole. Vous êtes parfaitement nantais. Vous avez d'ailleurs commencé ici votre carrière de journaliste au quotidien Ouest France et vous étiez plutôt spécialisé dans les questions de justice et de police. Vous étiez ce qu'on appelle dans la presse un rubricard. Voilà, je faisais ce qu'on appelait les chiens écrasés à l'époque et je passais donc mes journées entre la gendarmerie qui est devenue aujourd'hui une résidence de luxe, le palais de justice et puis le commissariat et les pompiers. Mais cette appellation rubricard finalement n'était pas aussi péjorative que ça parce que ça désignait simplement une spécialisation dans un domaine, ce qui est un peu disparu parfois dans la presse aujourd'hui. Ouais, c'était bon. Il y a toujours des gens qui suivent les faits divers. Moi, j'y suis venu un peu par hasard parce que j'étais le dernier stagiaire arrivé, si l'on veut, et comme souvent, c'est celui qu'on collait aux faits divers. Et je m'y suis plutôt plu. Et pendant un peu plus de 10 ans, j'ai fait ça à Brest et à Nantes. Vous avez même fait un livre d'ailleurs, vous avez publié un ouvrage chez Fayard sur le grand banditisme. Oui, alors ça remonte, c'était au siècle dernier. Quelques années. C'était il y a quelques années, c'est le premier livre que j'ai publié il y a maintenant 23 ans, un peu plus de 23 ans, et qui était un livre effectivement un peu une cartographie avec plein d'histoires du grand banditisme en France. Alors au début des années 2000, votre carrière a pris une tournure un peu plus internationale, puisque dans le cadre de l'École supérieure de journalisme de Lille, et aussi avec Ouest France, vous êtes devenu formateur. Vous avez effectué différentes missions, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine et au Vietnam. Vous avez même poussé l'investissement personnel assez loin, parce que vous avez épousé une Vietnamienne. Ça n'avait pas forcément de lien avec votre métier. Et vous avez poursuivi cette carrière de journaliste. Vous avez été responsable du service Asie-Pacifique, un courrier international. Vous avez travaillé dans différents titres, notamment pour Le Point, même pour Vanity Fair. C'est dire si votre parcours est éclectique. Oui, j'ai touché un peu à tout. Moi, j'ai donc commencé dans la presse quotidienne régionale à Ouest France, qui a été une expérience formidable dans les faits divers, donc police, justice, comme vous le disiez à l'instant. Et puis, dans le même temps, au milieu des années 90, j'ai commencé à faire des interventions pour l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est une des grandes écoles françaises, en tout cas la plus âgée des écoles reconnues des centres de formation au journalisme. Et j'ai commencé à faire des formations dans ce que je savais faire, et c'était en l'occurrence comment travailler les faits divers, comment enquêter en presse locale. Et ça m'a amené à la fois à former des collègues et des étudiants à l'étranger, à former en France dans des titres français de la presse quotidienne régionale, et puis également à intervenir auprès des étudiants de Lille. Et puis effectivement, après une dizaine d'années de bons et loyaux services et de fréquentation quotidienne des commissariats, des palais de justice, j'ai voulu aller voir ailleurs. Et l'école de journalisme de Lille, qui démarrait un projet au Vietnam, on a fait en sorte que je sois détaché par Ouest France et je suis parti une première fois en 97-98 au Vietnam pour former les journalistes, et au moment où le sommet de la francophonie était pour la première fois accueilli par le Vietnam en novembre 97. Et donc je suis parti là-bas une année, je suis revenu une année à Ouest France et grosso modo, la mi-99, je suis reparti pour une année. Je suis reparti là-bas, toujours détaché par Ouest France, et je n'en suis revenu que début 2012 pour effectivement travailler pendant un peu plus d'un an à Courrier International.
D'accord. Et pour compléter ce portrait, j'ajoute que vous avez publié en 2010 un ouvrage qui a été assez remarqué sur la diplomatie, qui s'appelait Les diplomates derrière la façade des ambassades de France. Et je me souviens qu'à l'époque, il a fait grincer quelques dents au lieu, mais on en parlera sans doute un peu tout à l'heure, même si entre les deux sujets, le banditisme et la diplomatie, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas forcément de lien. Alors, vous avez pris, on l'a dit, vos fonctions de directeur de la revue Place Publique au 1er septembre. Vous avez succédé à Thierry Guillet. Ouais. Et comme d'habitude, dans cette émission, ma question est un peu personnelle, en tout cas pour commencer. Vous avez une carrière de journaliste qui est quand même plutôt bien remplie. Vous avez bourlingué un petit peu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes revenu vers le village natal ? On quitte jamais en fait l'endroit où l'on est né. Enfin, je crois, et d'ailleurs j'aime bien au Vietnam, ils ont un mot pour désigner ça, c'est le Quê, qui est le village natal. Et moi j'ai un attachement certain à Nantes. Le lien ne s'est jamais défait, et je suis revenu tous les ans, voire plusieurs fois par an. Depuis l'Asie à Nantes, et j'ai vu la ville évoluer. J'ai vu la ville changer, même si c'était à l'occasion de vacances ou de passages un peu rapides. Et puis, lorsqu'il y a eu l'opportunité de succéder à Thierry Guillet, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises au cours de ma carrière de journaliste et de formateur en journalisme, lorsqu'il y a eu cette opportunité et que l'on a pensé à moi pour lui succéder, d'une part, j'en ai été flatté, parce que Place Publique, c'est un très beau projet qu'il a supporté à Nantes et développé en agrégeant des compétences et des réseaux. Et puis, nos discussions se sont concrétisées, et le 1er septembre, j'ai pris la suite. Je suis en train de boucler le premier numéro, mon entre guillemets premier numéro, parce que c'est d'abord et avant tout une œuvre collective, mais c'est quelque chose de très intéressant qui m'amène en plus à voir d'autres domaines que ceux sur lesquels j'ai pu travailler au cours des dernières années. Oui, Franck, avant de revenir peut-être plus spécialement sur Nantes, sur Place Publique, sur Nantes, la presse, enfin de façon un peu globale, j'aurais quand même envie de vous demander un petit mot sur le Vietnam, parce que c'est un pays qui a évidemment eu des liens plutôt tumultueux, enfin en tout cas avec la France. Bon, qui a vécu une période communiste assez difficile, qui aujourd'hui devient finalement un lieu assez attractif. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce pays que vous venez, dans lequel vous avez vécu déjà assez longtemps ? Alors moi, je me sens complètement... c'est vraiment un pays d'adoption pour moi, et puis comme Gabriel l'a dit, j'ai même poussé le vice jusqu'à me marier, au bon sens du terme, on va dire, jusqu'à me marier avec une Vietnamienne qui était également journaliste. Et le Vietnam, c'est effectivement, il y a ces liens historiques, la colonisation française, la décolonisation qui a été au forceps, tout au moins pour le côté français, puisque c'était par le biais de la défaite de Dien Bien Phu en mai 1954. Il reste que là-bas au Vietnam, cette histoire-là est parfaitement digérée. Elle est digérée d'une part parce que les Vietnamiens et le Viet Minh à l'époque, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, a gagné la guerre, et puis a un peu fait figure après de héros pour des tas d'autres partisans de lutte contre des partisans des luttes anticoloniales. Et aujourd'hui, la France, il en reste des traces architecturales dans des villes comme Hanoï, comme Saigon. Il en reste des modes de vie aussi, parce que le Vietnam est un des très rares pays d'Asie où on peut prendre son café dans la rue. Il y a un très bon café qu'ils servent un peu fort, mais qui est très très bon, où on peut manger du pain, que l'on appelle banh mi là-bas, ce qui rappelle pain de mie. Donc il y a des liens historiques, je dirais, qui perdurent. Après, faut pas se leurrer, la francophonie, c'est une toute petite élite qui le parle. Bon, après, il reste que, par exemple, le lycée français là-bas est très fréquenté, et que la moitié des élèves sont des élèves vietnamiens. Donc, à l'avenir, il y aura sans doute et très certainement des élites vietnamiennes qui parleront français, qui connaîtront la France, et il y a un lien qui va durer dans le temps.
Merci, on va revenir à Nantes. On va revenir à Nantes, du Vietnam à Nantes. Voilà. Puisque votre expérience internationale vous a fait prendre un peu de distance quand même. Vous avez dit que la ville avait beaucoup changé depuis votre départ. Qu'est-ce qui a changé à Nantes selon vous, en bien ou éventuellement peut-être en moins bien? Alors moi, quand j'ai quitté Nantes à la fin des années 90, je n'imaginais pas circuler dans Nantes sans voiture. C'est d'ailleurs ce que je faisais allègrement, quotidiennement, en passant du palais de justice au commissariat, du commissariat aux pompiers, puis en retournant à la rédaction d'Ouest France, qui était à l'époque rue d'Alger, entre le quai de la Fosse et la place Gralin. Aujourd'hui, je m'imagine très bien, et je vis même très bien, sans voiture dans Nantes. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Et sinon, je me déplace à pied et par les transports en commun, c'est-à-dire tramway et bus. Et grosso modo, sur les déplacements que je fais maintenant depuis 1 an et demi que je suis revenu m'installer à Nantes, on est au maximum à 3/4 d'heure du point le plus éloigné où on veut se rendre. Et ça, c'est une vraie métamorphose de la ville. C'est-à-dire que aujourd'hui à Nantes, on vit très bien sans voiture, si tant est qu'on n'a pas besoin de filer à l'autre bout de la ville ou de partir dans les zones périurbaines ou dans les campagnes. Ça, c'est un point que je trouve particulièrement remarquable, qui est un vrai changement en bien de la ville. Et je n'ai vraiment aucune envie de prendre le volant dans Nantes. Ça, c'est le premier point. Après, l'autre chose qui me surprend, c'est le foisonnement de la vie culturelle. Il y a une offre culturelle quotidienne que je trouve un peu affolante parfois, et je me demande comment. Alors chacun doit sans doute y faire son marché et pêcher les rendez-vous qu'il veut bien suivre, mais se faire remarquer et se repérer dans ce maquis là, avec chaque jour 10 conférences proposées, autant de concerts et des rendez-vous en journée. C'est impressionnant. Alors c'est sans doute à l'échelle de la ville, ça répond aussi très certainement à une demande, mais je me questionne. Enfin, ça m'interroge. Et comment faire sa sélection dans tout ça, c'est pas facile. Mais est-ce que là, vous n'avez cité que des changements positifs? Ouais. Peut-être qu'il y en a que des changements positifs d'ailleurs, de votre point de vue. Mais est-ce qu'il peut y en avoir qui vous ont, je dirais, en tout cas surprise? Que là, quand vous parlez de la mobilité, bon, c'est un phénomène qu'on a rencontré dans beaucoup de villes aujourd'hui. La place de la voiture est devenue moins prégnante qu'elle l'était. Est-ce qu'il y a d'autres changements, peut-être moins? Alors la place de la voiture moins prégnante, mais pour les villes asiatiques que moi je connaissais, c'est le cas contraire. Place de la voiture de plus en plus importante, et voir une ville aujourd'hui où il y a un effacement de la voiture, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Après, des points négatifs, moi j'ai la chance d'habiter dans le centre-ville. Sans doute, peut-être que l'on voit une gentrification du centre-ville, effectivement, avec des gens qui ont des moyens, enfin ce qu'on va appeler, pour faire bref, une boboisation du centre-ville, sans doute. Alors après, est-ce que les classes populaires arrivent à rester dans le centre, arrivent à y vivre correctement? Je crois que les sociologues distinguent aussi un appauvrissement pour les familles populaires qui restent dans les centres-villes. Enfin, c'est des problèmes compliqués. Alors, bon, il y a sans doute ce problème-là. Quels autres points encore? Moi, je veux pas à tout prix vous faire donner des points négatifs. Non, mais autre point, qui a beaucoup changé, puis alors, pour le coup, là, c'est spectaculaire et chacun ne peut que le constater, c'est l'île de Nantes. Moi, j'aimerais qu'on garde sur l'île de Nantes un petit morceau un peu friche qui est l'esprit du port, à défaut d'être un vrai port avec des bateaux de commerce, comme j'ai pu le connaître par exemple à Brest. Il y aura l'hôpital qui va s'installer à échéance assez brève. Moi, la rue Saint-Domingue, je l'aime bien. Je l'ai fréquentée fort tardivement dans mes jeunes années avec des collègues d'Ouest France et de Presse Océan, quand il y avait encore le Saint-Domingue sur la rue de Saint-Domingue. Et pour le poulet grillé. Et où on mangeait du poulet grillé sur les palettes. J'aimerais bien qu'il reste des endroits, mais voilà, est-ce que c'est pas aussi un pendant de la gentrification de la ville, des évolutions de l'île qui est urbanistiquement et architecturalement remarquable?
Bon, à voir. Après tout, une ville est sans doute à l'image de ses habitants. Et compte tenu de votre expérience internationale, j'y reviens encore, est-ce que Nantes a pris une dimension internationale davantage depuis que vous l'avez quittée ou pas ? Alors, moi je vais parler de ce qui peut sembler anecdotique ou de ce qui me concerne directement. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont bilingues, voire trilingues, donc on a été très content de voir qu'à Nantes, il y avait d'une part un lycée international qui avait ouvert, enfin qui était une volonté de la région, qu'il y a un collège avec une section internationale à Nantes, donc ça c'est bien pour les gens, que ce soit, comme on sait qu'il y a une grosse décentralisation du ministère des Affaires étrangères à Nantes, et qu'avec des familles qui vont et qui viennent à l'étranger, c'est bien d'avoir ce recours-là, parce que ce sont souvent des enfants qui vont parler 2, 3, voire plus de langues. C'est bien pour, très certainement, pour attirer aussi des cadres expatriés, pour des grandes entreprises, pour attirer des cadres étrangers à Nantes. L'international, il est sans doute vrai il est certainement vrai avec l'université, où il y a une foultitude de nationalités. Après, en marchant dans les rues, j'ai pas forcément l'impression d'entendre parler beaucoup de langues étrangères, comme on peut l'entendre parler lorsqu'on est dans les rues des grandes villes asiatiques. Il y a sans doute encore pas mal d'efforts à faire de ce côté-là pour être une vraie ville internationale. Avant de parler de place publique, on va prendre une première pause. Or slowly run, sweet old man, it is time to disappear, but still there is laughter. Down in the shadows, being you, graying hair, random blues. Guess there'll always be someone after. Guess we're always in beginnings of our wildness to return or rise into it, and we feel a little lighter. Guess we're always in the question of the things we never learned, but we're only gone like singers are till springtime. Let them out if they should let them out. Some said the night is here, so sleep. But if they knew the way how a weather builds in the silence, it's where you try, it's gonna land. It's where you land, it will try. Guess it all look just like we're dancing. Guess we're only in the beginnings of our silence. To return, I rise above it and I feel a little lighter. Guess we're always in destruction of the little things we'd learn, but we're only gone like singers are till springtime. Let them out if they should let them out. No. And in the morning we'll roll out and see what's down there. Oh, we cannot empty out this lake before I die. We let them back when it just felt like we were stealing. Oh, but we're only gone like singers are till springtime. Let them out, oh, they should let them out. I'm going to miss you now, alright. Guess I walk it somehow, travel on to feel what is out there. It's on the borders, you will think just of all these goodbyes and the memories of being looked after. Guess we're only in beginnings of our wildness. To return, I rise into it and I feel a little lighter. Guess we're always in the faces of the things we never learned, but we're only gone like singers are till springtime. Let them out if they should let them out. Fréquence citoyenne. Alors toujours avec Franck Renaud, le nouveau directeur de la revue Place Publique. Alors on va parler de cette revue là dont vous prenez la direction après le départ de Thierry Guidet.
Alors cette revue a pris sa place dans le paysage, c'est une sorte d'institution. D'ailleurs, Thierry Guidet lui-même était une sorte d'institution, mais je dis au bon sens du terme. Alors cette revue, comment ça fonctionne ? Qui la lit ? Comment elle se fabrique ? Alors, cette revue, vous la connaissez bien, puisque vous appartenez au comité de rédaction. Cette revue, c'est une revue qui paraît tous les 2 mois, qui en est à son numéro 53, qui a un peu plus de 7 ans d'âge aujourd'hui, qui s'articule autour d'un dossier qui concerne la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Alors, dans le numéro 53, par exemple, c'est la transition énergétique qui nous occupe. Dans le prochain numéro, le 54, qui paraîtra au tout début du mois de novembre, on se consacrera bien évidemment aux élections régionales des 6 et 13 décembre, en nous interrogeant autour de la question de quoi Nantes est-elle la capitale. Donc il y a un dossier, il y a après plusieurs rubriques qui reviennent à chaque numéro, sur les livres, sur le patrimoine, sur l'histoire, il y a des longs entretiens, il y a une chronique d'architecture. Ces dossiers sont choisis au sein d'un comité de rédaction qui est totalement détaché de l'association éditrice que préside Philippe. Le comité de rédaction est totalement indépendant, réunit des universitaires, réunit des gens qui s'intéressent à la chose publique ou y ont travaillé, et qui discutent très librement autour des dossiers à venir. Alors on aborde des dossiers vraiment en fonction de l'actualité, mais ça peut être aussi en fonction de centres d'intérêt qui sont propres à ce comité de rédaction qui tient de vraies discussions. C'est pas une chambre d'enregistrement, on part sur un thème, on discute, il y en a qui ont des idées, il y en a qui sont pas d'accord. Il y a eu en particulier, par exemple, quelques mois après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu un numéro sur la laïcité qui a suscité beaucoup de débats et d'interrogations au sein du comité de rédaction. Donc c'est vivant, ça discute, c'est du débat, et c'est ce que veut être la revue Place Publique, c'est-à-dire une prolongation et puis également un foyer de débat. Un foyer de débat autour de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, mais en n'hésitant pas à ouvrir les portes, en faisant appel à des personnalités nationales ou internationales qui peuvent n'avoir aucune attache avec Nantes pour parler de tel ou tel sujet. Moi, j'ai envie de vous demander, peut-être vous avez des expériences multiples dans le domaine de la presse, quotidien, hebdomadaire, mensuel. Quelle est la spécificité d'une revue comme Place Publique dans... Alors, Place Publique, elle se définit comme revue urbaine, mais elle serait presque, on pourrait l'appeler par ce néologisme-là qui a pris place depuis quelques années, grâce à la réussite de la revue 21. C'est presque un mix entre le magazine et le livre books, ce qui explique ce mot un peu singulier. C'est presque parce que c'est quand même 160 pages, donc on a le temps, c'est une revue qu'on a le temps de prendre en main plusieurs fois au cours des 2 mois avant le prochain numéro. On la lit, on la déguste par petits morceaux. Alors moi, c'est ainsi que je pratiquais. Maintenant, je suis payé pour la lire en entier avant sa publication. Mais on la lit par petits morceaux en fonction de ses centres d'intérêt, du temps, des articles qui nous intéressent, que l'on a pu voir. C'est quelque chose de singulier. Parce que, à la différence, moi, des expériences que j'ai pu avoir en presse quotidienne, à Ouest France, en presse hebdomadaire, à Courrier International ou en collaborant avec Le Point, on a le temps et on a la place. C'est-à-dire qu'on va dans la profondeur, on aborde plusieurs angles sur un même sujet. Et ça, c'est très important. À un moment où, de plus en plus, on est dans le flux continu, sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le temps de s'arrêter, de se questionner, là, on prend le temps, on prend la distance. Là, je suis en train d'éditer, parce qu'on entre en phase de bouclage du prochain numéro, des papiers de 15 000, 20 000 ou même 25 000 signes, ça ne nous fait pas peur.
C'est-à-dire que ce sont quasiment des petits livres. Des articles sont des petits livres, mais à partir du moment où c'est bien écrit, où ça dit des choses, il ne faut pas avoir peur de publier des articles de cette longueur. Et ça, c'est une originalité, parce que c'est une revue sans journaliste. Vous êtes le seul journaliste, finalement. Comment on gère ça ? C'est une revue sans journaliste, oui et non. Parce que, par exemple, Thierry Guidet, qui a été le fondateur et qui a eu l'intuition, l'idée de Place Publique, siège désormais au comité de rédaction. Il y a des journalistes qui écrivent parfois. Ce sont surtout des universitaires ou des spécialistes de la chose publique qui écrivent. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'on discute, que il peut y avoir parfois des frottements sur la façon de voir un sujet, mais on arrive toujours à s'entendre entre gens intelligents et qui visent de fait à publier des choses intéressantes et intelligentes sur tel ou tel sujet. Moi, je crois que la majeure partie du travail est dans l'échange en amont, qui permet de discuter de l'angle, de la longueur, de comment raconter, comment parler de telle chose. C'est pas très différent de ce qui se passe dans les rédactions où le travail est fait avant même que le journaliste parte sur le terrain, si on a auparavant discuté du sujet, de l'angle, de la longueur, du pourquoi, du comment, et des questions qui seront posées. Là, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi lors de ces discussions au sein du comité de rédaction. Et je dirais que dans leur ensemble, les universitaires, certes, ne sont pas des journalistes et parfois peuvent regarder cette corporation avec hauteur ou dédain. Mais moi, la production que je vois dans Place Publique pourrait presque être qualifiée parfois de journalistique, sans leur faire injure. Il y a ceux qui la font, la revue, et puis il y a ceux qui la lisent. Qui sont les lecteurs de Place Publique? Alors, les lecteurs Place Publique, c'est de 2200 à 2600 exemplaires par numéro. Les lecteurs, ce matin, c'est très intéressant, parce que je tenais le stand de Place Publique, il faut tout faire, je tenais le stand de Place Publique aux inscriptions à l'université permanente, ce qu'on appelait auparavant l'université du troisième âge, et beaucoup de gens se sont arrêtés, donc il y a des cheveux blancs pour Place Publique, alors, sans doute qu'il serait intéressant d'essayer d'attirer des lecteurs un peu plus jeunes. Après, c'est une revue qui coûte 10 € tous les 2 mois. Bon, on a une formule d'abonnement à 3,50 € par mois en prélèvement, qui est relativement peu coûteuse. Mais 10 € pour un étudiant, c'est un budget. Bon, il peut aller le lire à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque municipale dès lors qu'ils sont abonnés. Des lecteurs qui sont plutôt effectivement des urbains qui habitent en ville, qui ont des moyens, qui ont le moyen en tout cas de payer 10 € ou de s'abonner à la revue. Ce sera sans doute intéressant d'essayer de déborder un peu de cette population. Mais il faut du temps. Et cette revue, pour pouvoir vivre, on le sait, elle a besoin du soutien des collectivités locales. Ouais. Alors, il peut y avoir deux questions, mais qu'on doit vous poser souvent. C'est la question de l'indépendance, évidemment, qui doit revenir. Et puis, c'est aussi la question aujourd'hui des moyens des collectivités locales qui vont sans doute être de plus en plus contraints. Est-ce que pour la revue, ça oblige effectivement à aller chercher d'autres sources de financement? Alors la question s'adresse aussi bien au président de l'association Mémoire et Débat qu'au directeur de la revue. Alors moi, je vais parler pour l'indépendance et je vais laisser Philippe répondre pour les finances. Les deux étant liés, bien évidemment. L'indépendance, ça fait un peu plus d'1 an que je suis au comité de rédaction de la revue. Il n'y a pas d'intervention des collectivités ou des organismes qui nous financent. Ils ne nous disent pas faut pas écrire ça, ou ce serait bien de parler de ça. Ou s'il y a eu des tentatives, mais je ne crois pas que Thierry Guidet soit de nature à se laisser marcher sur les pieds, s'il y a eu des tentatives, elles ont avorté. Donc, un comité de rédaction qui est totalement indépendant et qui discute très librement. Après, les finances, effectivement, c'est le nerf de la guerre, parce que Place
Place Publique, tend vers à essayer d'être indépendante en financement autant que faire se peut, mais il y a une réalité. C'est un magazine qui coûte un peu d'argent à faire. C'est une belle revue qui est imprimée sur du beau papier et ça coûte un peu d'argent. Donc forcément que le soutien des collectivités est indispensable. Mais là, je laisse la parole à Philippe. Et c'est lui qui est chargé d'aller chercher beaucoup d'argent. Oui, alors Place Publique a effectivement la chance d'être soutenue par 4 grandes collectivités, qui sont la métropole de Nantes, le conseil départemental, la ville de Saint-Nazaire et puis la région des Pays de la Loire. Alors bien que ce soit une revue qualifiée d'urbaine, Franck l'a pas dit, mais évidemment les articles qui sont pris ou développés dans la revue sont toujours elle s'intéresse au territoire, ça c'est clair, et plus spécifiquement au territoire de Nantes-Saint-Nazaire, mais un territoire n'existe pas sans son voisinage, sans les territoires voisins. Donc la relation aux autres territoires est forcément intégrée dans la revue. D'où d'ailleurs les soutiens du conseil départemental et du conseil régional. Par rapport à la situation initiale, on peut dire très simplement les choses. La revue a démarré avec un soutien des collectivités qui représentait 60% de son chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, évidemment, elle s'est développée. L'association et Thierry Guidet ont développé des produits dérivés, on va dire, qui sont les hors-série. Tout ça fait que on a aujourd'hui une moindre dépendance, même si elle reste encore assez forte, au soutien des collectivités, puisqu'aujourd'hui, si je prends le même ratio, le chiffre d'affaires, il est 40% apporté par les collectivités et 60% par l'activité, évidemment, propre de l'association et la vente de ses productions. Alors, c'est vrai que le contexte est du point de vue des collectivités, plutôt à la recherche d'économies, et de ce point de vue-là, l'association Mémoire et Débat, qui édite la revue, a déjà subi ces restrictions, ces diminutions de soutien. Pour le moment, on va dire qu'on y arrive, ce qui montre que le développement de la revue permet de progressivement moins solliciter les collectivités. Ceci étant, on ne fera pas sans les collectivités. Donc c'est un échange qu'on a constamment avec les collectivités, un échange qu'on a eu d'ailleurs particulièrement à la fin 2014, puisque nous savions que Thierry Guidet allait prendre sa retraite dans l'année 2015, et qu'évidemment, avant de recruter Franck, son successeur, on a voulu vérifier auprès des collectivités qu'elles étaient toujours prêtes à soutenir la revue, ce qui a été une réponse unanime de l'ensemble de nos partenaires financiers. Ce qui est rassurant pour vous, Franck Renaud, c'était pas un traquenard en fait quand même. Non, mais c'est pas un traquenard et je suis très heureux, mais il faut, je crois que nos bailleurs de fonds, qui sont la métropole, la ville de Saint-Nazaire, l'Oran, le département, la région, se rendent compte un peu de l'aspect unique de cette revue qu'on retrouve assez peu ailleurs. Il y en a une à Rennes, Saint-Malo. C'est quand même un objet éditorial non identifié qu'on peut avoir parfois du mal à définir parce que ça mélange, je vous disais, on peut avoir des intervenants nationaux qui vont être interviewés dans la revue. Il y a vraiment, enfin, c'est une revue à nul autre pareil. Et c'est ce qui fait son intérêt à la fois comme lecteur, ce que j'ai été dans un premier temps, et ce qui fait son intérêt lorsqu'on est chargé d'en assurer l'animation éditoriale. C'est une place singulière dans la ville. D'ailleurs, vous avez précisé, on l'a pas dit, mais que cette revue, elle a des petites sœurs aujourd'hui. Il y en a une qui existe déjà à Rennes, et il y en a d'autres éventuellement en projet dans d'autres. Peuvent être dans les tuyaux, à d'autres Toulouse, métropoles, à Lille, etc. Vous avez évoqué le lectorat quand même qu'il faudrait peut-être faire évoluer, enfin rajeunir. La question du rajeunissement, c'est une question qui se pose pour plein de sujets, pas simplement pour la revue Place Publique. Qu'est-ce qui ferait que un lectorat différent s'intéresserait à Place Publique? Quel serait alors je vais pas vous poser la question sur vos projets tout de suite parce que vous êtes encore très, je viens d'arriver. Très neuf, mais qu'est-ce qui pourrait, à moyen terme sans doute, être de nature à faire évoluer la revue en matière de lectorat?
Je pense que ce qui serait intéressant, c'est sans doute d'essayer d'aller capter un peu plus qu'on ne le fait les nouveaux Nantais, c'est-à-dire les gens qui arrivent à Nantes. Alors on voit toutes ces études qui sont publiées dans les hebdomadaires sur Nantes, la ville qui attire les cadres, la ville où il fait bon vivre, la ville où la mer serait presque à côté, alors qu'il faut quand même faire un peu de voiture ou prendre le TER. Ce serait pas mal, par exemple, que toutes ces nouvelles familles nantaises puissent, en tout cas, découvrir la revue et, le cas échéant, s'ils y trouvent un intérêt, s'y abonner. Il y a sans doute ce public-là. Essayer de voir comment concerner un peu plus le public étudiant. Alors, pour le coup, je vous disais, effectivement, c'est une revue qui peut sembler chère puisqu'elle coûte 10 € pour celui qui l'achète dans un kiosque ou une librairie, puisque nous sont les deux lieux ce qui est pas beaucoup principaux pour des produits de diffusion. similaires. Non, c'est quasiment un livre à lire tous les 2 mois. Mais pour les abonnements, pour les étudiants, c'est encore moins cher puisqu'il y a un abonnement au tarif étudiant à 30 € pour 6 numéros, ce qui met le numéro à 5 €. Il y a pour le coup de vraies choses à aller voir, à aller lire dans place publique. Alors capter les étudiants, ce serait bien aussi. On va prendre une seconde pause musicale. Fréquence citoyenne. Toujours avec Franck Renaud, le nouveau directeur de la revue Place Publique. Je reste un petit peu sur la revue avant d'évoquer plus spécifiquement votre carrière internationale, mais cette revue, elle s'intègre dans un paysage médiatique local que vous avez bien connu, pour y avoir travaillé quand vous étiez plus jeune. Comment vous les avez vus évoluer, ces médias locaux, et quel est votre rapport avec eux finalement ?
Oui, alors moi j'ai passé près de 10 ans à Ouest France à Nantes en 2 temps. J'ai quitté donc à la fin des années 90. J'ai vu ce qui était à l'époque un concurrent, en l'occurrence Presse Océan, donc rejoindre la grande maison Ouest France. Comment je vois aujourd'hui? Moi, je vois plutôt Presse Océan, qui est un peu devenu le journal quotidien de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, puisque toutes les rédactions qui étaient essaimées en Loire-Atlantique puis en Vendée ont fermé. L'édition vendéenne a cessé. Quant à Ouest France, effectivement, ça reste le grand journal, avec un parti pris d'édition très resserré géographiquement, ce qui peut parfois créer des frustrations quand on habite à tel endroit et qu'on aimerait bien avoir des nouvelles de la commune qui est à 15 km, mais qui, parce que l'édition est ainsi faite, n'apparaissent pas dans le journal dont on dispose. Après, moi, ce journalisme de PQR, de presse quotidienne régionale, je l'ai fait pendant plus de 12 ans. Je l'ai pratiqué quotidiennement pendant plus de 12 ans avec un grand intérêt et puis une vraie passion professionnelle. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais envie de faire tel qu'il est. Enfin, c'est ce que je disais. Enfin, c'est ce qu'est Place Publique. On a le temps de la profondeur, on a la longueur, la place aussi. Là, moi, ce que je vois, ce qui se passe dans les quotidiens, mais c'est vrai aussi en presse quotidienne nationale, c'est le flux permanent, c'est la course à l'échalote, c'est une information chasse l'autre, enfin, tout est d'égale importance. Or, non, tout n'est pas d'égale importance. Tout n'est pas d'égale importance. Il y a des choses saillantes et d'autres qui sont pas très intéressantes que l'on retrouve mises en avant aujourd'hui dans les journaux ou sur les sites web des journaux. J'ai l'impression qu'il faudrait remettre un peu de hiérarchie là-dedans, dans cette course à l'audience qui peut parfois ressembler à une course folle. On est en plein dans l'évolution du journalisme là aujourd'hui, avec l'irruption du numérique. Et donc, les questions qui viennent derrière, est-ce que le métier de journaliste va perdurer ? Puisque finalement, chacun peut prétendre, peut produire de l'information et prétendre lui-même assurer ce métier-là. Comment vous traversez cette évolution-là ? Est-ce que Place Publique, on n'en a pas parlé, mais peut avoir un volet, une version ou une déclinaison numérique? J'aimerais avoir votre point de vue sur ces... Alors, moi, j'ai pas passé tant d'années à former des journalistes, enfin des journalistes en activité ou des étudiants en journalisme, pour penser que le journaliste n'est pas un métier où que chacun peut être journaliste. Bien évidemment, c'est une profession qui doit être ouverte socialement, ce qui n'était pas forcément toujours le cas, puisqu'il y avait un problème, en tout cas dans les écoles de journalisme françaises, de recrutement d'étudiants qui se ressemblaient tous, qui faisaient tous les mêmes circuits, qui étaient tous fils d'enseignants et qui étaient passés auparavant par Sciences Po, que ce soit à Paris ou en province, puis atterrissaient ensuite dans une école de journalisme. Bon, il y a eu des mesures de prise, il y a eu des politiques volontaristes de mise en place pour essayer un peu de mélanger socialement ces promotions d'étudiants. Le journaliste, c'est un métier qui s'apprend. On ne peut pas faire n'importe quoi et qui aujourd'hui est effectivement bousculé par la révolution numérique. Alors bien évidemment, ça demande à maîtriser beaucoup de techniques, alors qu'avant on était en presse écrite, en radio ou en télé, avec 2-3 métiers en presse écrite, entre le secrétaire de rédaction, celui qui est le reporter de terrain et puis l'agencier, le photographe. Pareil en radio-télé, le présentateur et puis celui qui partait sur le terrain. Aujourd'hui, tout a changé. Le journaliste de presse écrite doit savoir filmer avec son smartphone, doit savoir faire un peu de son, le cas échéant. Le reporter
de télé doit savoir écrire un petit papier sur l'info pour le faire ce qu'on appelle un push, une alerte sur les smartphones, etc. Ça bouge beaucoup. Et c'est l'occasion aussi de se pencher sur les pratiques du métier qui doivent, avec à mon sens, des lignes de force qui doivent rester. Il faut sans cesse penser à la déontologie, à l'éthique. Il faut s'interroger sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, comment on le fait. Il faut se questionner sans cesse. Et puis, il faut être ouvert au changement dans le métier. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à Ouest France, que j'étais le dernier stagiaire ou journaliste remplaçant arrivé, j'ai commencé à taper, je m'en souviens, c'était à la rédaction de La Baule d'Ouest France, j'ai commencé à taper sur une machine à écrire. C'était pas encore une machine électrique, c'était une mécanique. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, ça pouvait faire mal aux doigts. Puis on développait ces films derrière le bureau, dans un laboratoire bricolé. On développait ces films qu'il fallait ensuite confier à un taxi qui les apportait à la rédaction centrale de Nantes. Aujourd'hui, tout ça, on peut le faire très simplement avec un smartphone. Il a fallu s'y adapter, il a fallu apprendre à se servir d'un ordinateur, il a fallu apprendre aujourd'hui comment faire un petit film, un plan qui tienne la route avec son smartphone. Moi, je trouve que ce sont des changements plutôt intéressants, enfin qui permettent en tout cas c'est comme quand la révolution Gutenberg. Ça a bousculé des tas de choses, l'imprimerie a bousculé des tas de choses, l'éruption de l'ordinateur, de l'informatique a bousculé des tas de choses. Là, ça bouscule peut-être de manière un peu plus forte, mais tant mieux, ça oblige à repenser les façons de travailler. Alors, cette révolution numérique, dans Place Publique, comment ça va se passer ? Il faut effectivement y réfléchir. Bon, pour l'instant, on a un site web associé avec une page Facebook, un compte Twitter. Le journal numériquement, la revue existe dans une édition PDF. Alors il faut très certainement réfléchir à ce que l'on pourrait faire de mieux, ce que l'on pourrait faire de plus pour peut-être essayer de concerner justement des publics plus jeunes, essayer d'attirer des étudiants, de les inciter à lire un peu plus qu'ils ne le font la revue. Bon, tout ça, on va y réfléchir. Je pense que c'est une réflexion qu'il sera intéressant de mener avec l'édition rennaise de Rennes-Saint-Malo, avec mon collègue Xavier de Montride, et puis de discuter, de voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut essayer de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, personne n'a trouvé la martingale à ce jour, en France en tout cas, sur le web. Alors il y en a après aux États-Unis ou dans d'autres pays qui gagnent de l'argent sur le web, mais en faisant un peu la course au buzz ou à l'audience, ce qui n'est pas forcément notre volonté. Et on peut gagner de l'argent aussi en payant de moins en moins les journalistes, ce qui fait que c'est une profession qui n'attire plus forcément autant qu'elle pouvait attirer, parce que maintenant, même dans la presse spécialisée, notamment sur Internet, ce qui est multiplié, il s'appelle même plus journaliste, il s'appelle éditeur de contenu, et ils sont payés au clic. Oui, il y a une paupérisation des journalistes, et d'ailleurs, depuis quelques années, on assiste à une baisse du nombre de cartes de presse, ce qui ne s'était pas produit depuis fort longtemps. Non, c'est un métier qui est en plein questionnement et effectivement, il faut s'interroger sur comment on travaille, pourquoi on travaille et puis pour quelle rémunération. Mais j'imagine que ce qui se passe en France se passe partout dans le monde. Est-ce que, par exemple, au Vietnam, on a un peu est-ce que ça existe aussi ? Est-ce que dans les pays de l'Asie en particulier ? Oui, alors il y a des... Alors, il y a des tas de pays en Asie où les journaux papier réussissent encore très bien. Les plus gros tirages de la presse papier sont au Japon. Il y a un journal qui s'appelle l'Asahi qui va jusqu'à 8 éditions par jour et qui atteint des diffusions supérieures à 10 millions de quotidiens papier vendus chaque jour. Alors que c'est un pays qui est super équipé en technologie. Alors que c'est un pays qui est en avance technologiquement.
Il y a le Vietnam s'est mis tardivement à l'internet. Il a ouvert les portes du web qu'à la fin de l'année 97 avec les premiers mails. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire des médias qui n'existent que sur le web, qui fonctionnent aujourd'hui beaucoup par la publicité là-bas, qui financent à 100% les contenus. C'est des vraies questions, à voir. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans ces pays asiatiques, en tout cas, il y a des gens qui osent, qui essaient, qui testent, qui se cassent la figure, et puis qui se relèvent, qui recommencent, qui réessaient, qui retestent autre chose si la première n'a pas marché. Ça, c'est un fonctionnement qui commence avec le numérique en France, mais il faudrait que ce soit plus prégnant dans la société, parce que j'ai l'impression que dans des pays comme le nôtre, quelqu'un qui se casse la figure va être jugé comme un perdant, alors que c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est bien de tester, de rater, et puis de relancer autre chose jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Mais est-ce que ces médias asiatiques, là, dont parlait Philippe, ou les journalistes que vous avez pu former, sont finalement soumis aux mêmes contraintes d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la course à l'échalote, comme vous disiez, de l'immédiateté, de la rapidité? Bien évidemment, il y a des tas de sites. Moi, les deux pays que je connais le mieux, c'est le Vietnam et la Chine. Il y a des tas de sites qui sont des sites de flux, c'est-à-dire où une information chasse l'autre dans la minute ou toutes les 30 secondes même. Avec la grosse différence que ce sont deux pays à parti unique, avec des partis communistes, et que les journalistes n'ont pas toute latitude pour travailler, et que c'est pas tant une censure qui est mise en place qu'une auto-censure des journalistes qui savent jusqu'où ne pas aller. Mais là-bas, après, il y a des tas de choses qui existent. Moi, je me souviens avoir beaucoup discuté avec des entrepreneurs de presse en Chine, des types qui avaient lancé un journal gratuit après avoir fait des études marketing très très poussées et avoir identifié dans les tours de Shanghai les tours où il y avait les CSP++ qui les intéressaient, et ils leur livraient chaque matin le journal gratuit sous la porte. C'était un marché de niche, alors une niche à l'échelle chinoise, donc assez grande format regard pour nous, mais ça fonctionnait. Mais vous, à titre personnel, vous seriez plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de ce métier, de la profession? Enfin, il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps de Bernard Poulet qui s'appelle La fin des journalistes. Ouais. Moi, je crois qu'on aura toujours besoin de journalistes, que de médiateurs qui sont au milieu entre l'information, les émetteurs d'information, et puis ceux qui réceptionnent cette information, ceux qui vont la lire, l'écouter, la regarder. Donc, je crois qu'on aura toujours besoin de ces journalistes, et puis il y a aussi toujours beaucoup de gens qui veulent devenir journalistes. Ce que je trouve bien, moi, c'est qu'il y ait, par exemple, des jeunes de banlieues plutôt défavorisés, qui de plus en plus aujourd'hui investissent les écoles de journalistes, ce qui permettra peut-être, lorsqu'il y aura un jour ou l'autre une crise de banlieue, de faire que les journalistes chargés de les couvrir se sentent pas démunis et fassent appel, comme sur un terrain de guerre à l'étranger, à ce qu'on appelle des stingers ou des fixeurs, c'est-à-dire des gens qui sont chargés un peu de faire l'intermédiaire avec les populations locales, entre guillemets, pour pouvoir raconter ce qu'il se passe. Cette diversité, c'est la filière Bondiblog un peu. C'est le Bondiblog, exactement, qui fait ça. Il y en a d'autres qui sont à Paris, qui sont comme Street Press, par exemple, qui font ça aussi pour des jeunes sans diplôme. Et ça, je trouve très bien. Et d'ailleurs, quand on regarde leur production, ce sont des sujets que bien souvent on ne voit pas dans les quotidiens nationaux, qu'ils arrivent à traiter. Mais en même temps, cette filière Bondiblog, elle a beaucoup de mal à se développer en province. Il y a eu beaucoup de tentatives. Oui, il y a eu des tentatives, elle a du mal. Qui ont été assez peu couronnées de succès, finalement. C'est resté très parisien. Oui, c'est resté parisien. Après, il y a sans doute d'autres choses qui existent, avec des radios locales, associatives, etc., qui peuvent jouer le rôle du Bondiblog. Ici, on est dans une radio associative, Radio Nantes, qui est une radio tout à fait particulière. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Franck Renaud de
vous êtes prêté à ce petit jeu. Donc on va vous souhaiter longue vie, et pour vous et pour Place Publique. Oui. Hein. Et on n'a pas cité d'ailleurs l'éditeur de la revue qui est Joka Seria. On peut envoyer un petit signe à Bernard Martin à cette occasion-là, parce que c'est un joli travail. Une jolie maquette, une jolie revue qui, ce que je disais ce matin aux étudiants de l'université permanente qui la découvraient, pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est une revue qui peut prendre place dans votre bibliothèque. Donc on a fêté le numéro 50 il n'y a pas très longtemps, on vous réinvitera pour fêter le numéro 100. Merci. Et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.